Alors on dit souvent qu'il y a deux sortes d'artistes, il y a ceux qui font une carrière et ceux qui font une biographie. L'avantage d'être un artiste français, c'est qu'il est très difficile de faire une carrière, ce qui nous ouvre toute la liberté pour faire des biographies. Pour l'instant, tout le monde s'en fout, mais on va découvrir des œuvres exceptionnelles parce que ce sont des œuvres qui se tiennent essentiellement sur des biographies très diverses, très variées. Alors fuck-maître, il faut l'entendre non pas comme d'une grossièreté ou d'une grande rigolade, je dirais qu'il faudrait plutôt entendre fuck comme faire l'amour à. Alors le faire l'amour à, le faire l'amour à nos idoles, le faire l'amour aux grands tableaux qui se sont étalés sur toute l'histoire de l'art, pour moi, évidemment, ce ne sont que des tableaux parmi d'autres. Sinon, je serais tout à fait coincé, je serais incapable d'oser m'attaquer à ce genre de tableau. En 2011, pendant 6 mois, tous les mardis, j'ai eu l'opportunité d'amener mes tableaux au Louvre pour copier ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre du Louvre. Donc j'ai réalisé 25 tableaux qui vont de la Joconde au Sardanapale à tout ce qu'on peut imaginer comme chef-d'œuvre au Louvre. L'originalité de l'expérience des fuck-maîtres a été justement d'abord d'installer mon atelier, notamment dans le Louvre. Bon. Même si je suis relativement tranquille avec toutes ces choses-là, ça reste quand même quelque chose d'important de rentrer au Louvre pendant 6 mois, tous les mardis, tranquillement, avec sa petite valise, ses tubes et sa toile, et d'aller là voler quelque part, voler quelque chose dans ce temple-là. Quand on est en face de Delacroix ou de la Joconde ou des choses comme ça, on est bien confronté à du réel. Et là, la première chose qu'il y a, c'est du plaisir. Il y a donc une désacralisation complète dans le lieu même du sacre. On met le roi à nu complètement. Le roi est nu et quand il est nu, il est très intéressant parce qu'il est comme nous.
Je ne suis toujours pas persuadé de voir ce que d'autres voient, de voir ce qui m'est montré. Je ne sais pas ce qu'on voit. Quand on est en face de la mort de Sardanapale et qu'on met centaines de personnes devant, est-ce que quelqu'un voit la même chose? Est-ce qu'il y a 100 regards différents? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Le principe des analogies était justement de casser la perspective. Quand on casse la perspective, on casse le point de vue. Quand on casse le point de vue, on ne sait plus ce qu'on voit. Et j'exploite cette façon de ne pas savoir ce que je vois, de me laisser emporter par ma culture, par mon savoir, par mon non-savoir, et de laisser faire. En sortant du Louvre, je me suis dit que ce serait quand même amusant de finir notamment le Sardanapale de Delacroix, qui est le plus grand tableau que j'ai fait jusqu'à présent, à peu près, puisqu'il fait 4 mètres par 5, et de le finir pour aussi en finir avec le vieux Delacroix chez lui. Ah non, non, parce que quand tu marches dessus, tu comprends ce que je fais. Hein? Et puis vous pouvez monter dessus aussi. Tout ce que je vous demande, c'est d'enlever vos chaussures. À partir du moment où je travaille en public, il me paraît important, pour amener les gens à une vision un peu autre, de les faire participer non pas à l'élaboration du tableau, il ne faut pas être démagogue, mais à la perception que je peux avoir du tableau de départ. Et la seule façon de faire, c'est qu'ils montent sur la toile. Et à chaque fois qu'ils montent sur une toile, qu'ils marchent dessus, qu'ils touchent, ils désacralisent. Et quand ils désacralisent, ils commencent à inventer. Et ils commencent à être des créateurs. Et ils commencent à avoir une liberté de regard qui fout en l'air à peu près tout. Pas de problème, tu veux combien? 1 million, 2 millions? Une fois qu'ils sont dessus et qu'ils se sont appropriés l'œuvre, eux aussi, la parole se libère. Et la parole se libère et toute parole est intéressante. C'est pas démagogique. Il y a toujours quelque chose à prendre dans la parole d'un autre. Et là, tu n'avais pas vu un espèce de Ingres avec la grande Odalisque. C'est vrai. Le principe même de monter sur un tableau, c'est un acte de transgression. Et tout acte de transgression, c'est de la liberté. Mais là, il va y avoir la couleur à partir de demain. Et là, ça va délimiter d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont apparaître. Enfin, il y a des corps qui vont apparaître. C'est magnifique, ça.
Donc ça n'est à aucun moment une réinterprétation du tableau de Delacroix. C'est une promenade, une dérive. Un individu qui tout à coup se décrète artiste, puisque c'est comme ça que ça se passe, finalement réinvente tout ce qu'on pouvait imaginer d'artistique. Il ne s'inscrit pas comme un acteur culturel. Un artiste n'est pas un acteur culturel. Un artiste est quelqu'un qui remet en cause ou qui ne comprend pas ce qu'est la culture. On ne peut pas lui parler de chef-d'œuvre. Il n'y a pas de chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'histoire de l'art. Il n'y a pas d'histoire de la culture. C'est lui qui va la réinventer à sa sauce pour être à la fin, quand tout se passe bien ou tout se passe mal, peu importe, récupéré par la culture. Mais au moment où il fait son travail, je crois que c'est parce qu'il a un œil neuf, il a un œil naïf, il a un œil prétentieux, en même temps que naïf, et qu'il se promène dans toute notre imagerie et tout notre imaginaire d'une manière excessivement désinvolte. Fini. Vous l'avez emporté, ça, Delacroix. C'est pas un vrai combat. C'est vrai que les Feuquemêtres, en travaillant au Louvre, puis au musée Delacroix, ouvrent une perspective de se dire mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça à New York, à Chicago, à Washington, à Berlin, à Madrid, à Rome, en Australie, n'importe où. Il y a a priori toute une matière qui est répartie sur la totalité de la planète et à laquelle moi je suis plutôt pour m'attaquer.